autour de valeurs et d'objectifs communs. L'édito politique du Grand Journal avec aujourd'hui Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Merci comme à vous. tous les lundis, vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, c'est la rumeur du moment. Emmanuel Macron réfléchirait à remanier son gouvernement. Elisabeth Borne pourrait être remplacée à Matignon, alors qu'Éric Dupond-Moretti et Olivier Dussopt pourraient être contraints au départ en cas de condamnation par la justice. Alexis, c'est un remaniement comme une nécessité pour Emmanuel Macron ? Alors, il y a l'aspect, on va dire, je vais vous répondre en 3 points. L'aspect conjoncturel. Très Sciences Po. Si vous voulez, l'aspect conjoncturel, mais qui est en fait le plus superficiel. Ce sont les ennuis judiciaires qui frappent 2 ministres importants du gouvernement. Le garde des Sceaux, vous l'avez rappelé, qui est soupçonné de prise illégale d'intérêt, et le ministre du Travail, donc Olivier Dussopt, qui est soupçonné d'avoir facilité l'obtention d'un marché public. Tout cela, évidemment, n'est pas sûr. La présomption d'innocence doit régir nos comportements, mais aussi les paroles que nous échangeons ici ensemble sur Radio J ce midi. Mais c'est une des hypothèses de travail. C'est une des hypothèses de travail. Mais effectivement, c'est vrai que comme il s'était engagé dans le cadre de la République exemplaire qu'il voulait bâtir, Emmanuel Macron, à ce que des ministres mis en examen soient écartés, tout au moins temporairement, il est un petit peu tenu aujourd'hui d'en tenir compte. Voilà. Bon, donc ça, c'est la raison absolument conjoncturelle. Mais il y a 2 raisons d'ordre beaucoup plus structurel. C'est que, à tort ou à raison, le président de la République exprime actuellement de très nombreuses insatisfactions. Insatisfaction, j'allais dire d'abord dans sa propre maison, avec le sentiment que son entourage élyséen ne relaie pas suffisamment peut-être sa volonté, j'en sais rien, qu'il y a un certain nombre de dysfonctionnements dans cette équipe. Encore une fois, ne tenons personne pour responsable de ces dysfonctionnements, c'est la réalité. Donc effectivement, cela témoigne sans doute d'une certaine tension intérieure du chef de l'État. Donc ça n'avance pas aussi vite que le président le souhaiterait. Ça n'avance pas aussi vite que le président le souhaiterait. Aussi bien. Voilà, ça serait sur l'agenda des réformes, etc. Ou aussi bien, c'est-à-dire on a vu au moment, si vous voulez, des débats relatifs à l'engagement de la France aux côtés d'Israël, qu'il y avait très clairement 2 lignes en fait à l'Élysée qui s'étaient dessinées. Là encore, ne tenons pas tel ou tel conseiller ou telle conseillère pour responsable de cette dualité des lignes. Elle est sans doute d'ailleurs le fait du président lui-même, qui a cherché dans un premier temps à témoigner de son soutien inconditionnel à Israël, et dans un deuxième temps, pour des raisons domestiques, de scène intérieure française, à lâcher du lest envers un segment de l'opinion qui est ardemment pro-palestinien, voire dans certains cas pro-Hamas. Mais effectivement, ça veut dire, si vous voulez, qu'il n'y a pas la cohésion qu'il recherche. Et puis plus largement, alors là on en vient au fond, si vous voulez, une équipe élyséenne c'est important, les conseillers à l'Élysée sont importants, ils sont souvent d'ailleurs, chacun dans leur domaine, des conseillers qui ont vocation à piloter un certain nombre de politiques publiques auprès des ministres, mais ce qui vraisemblablement ne va pas pour lui, c'est une partie de son gouvernement. À commencer par la première ministre Elisabeth Borne. Alors, vous connaissez ma théorie que sur Elisabeth Borne, vous vous souvenez, pendant l'année qui vient de s'écouler, on a eu souvent l'occasion d'échanger à son sujet. Notamment au début de l'été, sur un éventuel remaniement qu'on annonçait imminent, après les 100 jours. J'allais vous dire, c'est un petit peu un serpent de mer. Bon, c'est-à-dire qu'on évoque très souvent son remplacement, son congédiement et son remplacement, et celui-ci n'a pas lieu, ce qui prouve bien que aux yeux du président de la République, on peut le supposer, en tout cas, si on se glisse dans sa tête, elle fait quand même l'affaire. Enfin, je veux dire, elle remplit une partie du rôle qui lui est dévolu. Bon, ça, c'est la première chose. Maintenant, il y a une perte de dynamique politique globale de la Macronie en cette année. Et donc, on peut penser assez légitimement que le président de la République, échaudé par un certain nombre d'affaires récurrentes, regardez par exemple l'impression en quelque sorte de langue de bois absolument terrible qu'ont projeté les différents ministres concernés pendant cette affaire, enfin, au terme de cette séquence qu'on peut appeler la séquence Crépol. Cette agression qui se poursuit d'ailleurs avec Olivier Véran sur le terrain tout à l'heure. Et qui se poursuit, etc. Mais cette agression, évidemment, est de nature culturelle extrêmement déterminée. Pour le dire autrement, il s'agit vraisemblablement, si vous voulez, de personnes qui sont d'origine maghrébine et qui ont exprimé là, comment vous dire, une hostilité envers la France et les Français qui est tout à fait caractéristique d'une partie de la matrice islamiste. Et on a vu, pour le dire, disons avec des mots policés, et on a vu qu'une partie du gouvernement ne voulait pas reconnaître véritablement cette réalité. Donc ça prouve bien, si vous voulez, qu'il y a un rapport au réel
qui s'est progressivement brouillé au sein de ce gouvernement. Et donc ça suppose un virage à droite plus clairement exprimé. Alors, je sais qu'il y en a. Alors moi, vous voyez, vous me connaissez mes positions personnelles, je ne préconise jamais ce type de virage. Mais il était absolument évident qu'aujourd'hui, il y a une sorte de course de vitesse qui est engagée entre cette majorité et ce qu'ils appellent dans leur lexique l'extrême droite, c'est-à-dire le Rassemblement national. On pourrait discuter sur l'étiquette, d'ailleurs c'est complexe, il y a des aspects, je l'ai dit, je vous le redis, qui rattachent le RN à l'histoire de l'extrême droite française, il y en a d'autres qui l'en détachent, notamment bien sûr tout ce qui concerne la rupture avec l'antisémitisme, la négation de la Shoah, etc. etc. Peu importe, n'entrons pas dans ce débat-là, mais effectivement, vous avez la montée en puissance du RN, aujourd'hui, il faut le dire, hein, il est le premier parti dans les sondages d'intention pour les européennes du 9 juin 2024. Et même si c'est plus lointain, pour le premier tour de la présidentielle. Exactement. Donc, effectivement, les perspectives de ce point de vue-là, d'un challenging par la matrice RN, et vous pouvez même y associer Reconquête en réalité, hein, est important. Et donc, ce gouvernement sait bien qu'il a aujourd'hui un pôle de droite identitaire extrêmement marqué, ou civilisationnel extrêmement marqué, qui le challenge sur un certain nombre de sujets. Et il sait bien aussi que, et ça c'est plus fondamental, que son rapport à la vérité des faits, qu'est-ce qui se passe dans les campagnes, pourquoi tant de violence, pourquoi, parce que tous ces départements, la Drôme, etc., étaient exempts de ce type de, entre guillemets, incivilité. Aujourd'hui, ils sont rattrapés. Donc, qu'est-ce qui se passe, si vous voulez? Et on lit dans les colonnes du Monde cet après-midi qu'Emmanuel Macron cherche à préserver ses capteurs au sein de la société pour essayer de bien comprendre. Et il a toujours eu des bons capteurs. D'ailleurs, nous célébrons la disparition d'un homme très estimable qui était son premier ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, le maire de Lyon, que j'avais d'ailleurs rencontré en son temps avant qu'il devienne ministre. C'était un homme qui avait une parfaite conscience du terrain, des équilibres de la société française, des menaces de fragmentation, etc. Donc c'est vrai, d'ailleurs, c'était lui qui avait théorisé le « nous vivons côte à côte, un jour nous risquons de vivre face à face ». Autrement dit, c'était une sorte de prophétie de ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre civile, hein, dans la bouche de Gérard Collomb, qui n'était pas suspect d'être un identitaire patenté. Et donc effectivement, le président de la République a toujours eu des capteurs. Aujourd'hui, il a toujours ses capteurs, mais je pense qu'il a, là je me mets dans sa tête, je pense qu'il a le sentiment que sa lucidité sur la société française n'embraye pas dans une ligne politique claire. Alors quel profil, puisqu'il nous reste à peine une minute, Alexis, quel profil pour Matignon pour essayer de capter justement cette... Alors, vous savez bien qu'il y a des noms qui reviennent. Bon. Il y a des noms qui reviennent, ce sont des obsessions peut-être du président de la République ou d'anciennes idées qui reviennent. Bon, Christine Lagarde, bien sûr, évidemment, est évoquée. Gérald Darmanin n'est pas écarté. Gérald Darmanin correspond, si vous voulez, à une partie de la matrice que nous évoquons. C'est-à-dire, vous le dites plus brutalement que moi, mais vous avez raison, il faut aller droit au but. Vous dites coup de barre à droite, en gros. Hein. Bon, et c'est ce qui serait, au fond, dans la tête du président de la République. Il est absolument évident Gérald Darmanin, pour plein de raisons... Notamment sur les questions sécuritaires, parce que visiblement, c'est l'enjeu du moment. Moi, je vais être très honnête avec vous, voyez. Peut-être sa politique n'est-elle pas aussi efficace que ce qu'on pourrait attendre d'un ministre de l'Intérieur aujourd'hui vis-à-vis de ce que nous venons de décrire, Crépol et compagnie. En revanche, effectivement, ce qui est sûr, c'est que Gérald Darmanin, dans le gouvernement, représente cette, entre guillemets, aile droite. Et il la représente si bien qu'il est, comme vous le savez, l'intangible protégé de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Et Nicolas Sarkozy a déjeuné jeudi avec le président de la République. Donc on peut penser, même si on n'était pas là, on imagine, vous voyez, que la conversation forcément a dû porter sur tout cela. Et ce serait peut-être un signal envoyé à certains élus des Républicains. Alors voilà, sachant qu'effectivement nous sommes dans un grand jeu d'Emmanuel Macron avec les Républicains. Pour terminer, Alexis. Bon, il n'a évidemment pas abandonné l'idée, on va aller très très vite, de casser... Il nous reste vraiment 10 secondes, Alexis. Pas de souci, de casser en deux les LR. C'est le projet historique, on va dire, de la Macronie, sur ce plan-là, je veux dire, hein, de faire disparaître le PS et de casser en deux les LR. Et là, avec cette loi immigration et l'initiative de 17 parlementaires, il est en train de réaliser en quelque sorte son objectif historique. Faire en sorte que LR échappe au contrôle de ceux qui le gouvernent, c'est-à-dire Marlex à l'Assemblée et Ciotti au niveau national. Demain. Merci beaucoup, Alexis Lacroix, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Bon après-midi et à demain. Bon après-midi à vous.